Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une troisième vidéo consacrée à Midera et à ses règles. Dans cette vidéo, je vais vous parler principalement des attaques à distance et de ses particularités par rapport aux attaques de corps à corps et des sorts. Mais avant ça, je vais vous parler du saut. Est-ce que j'ai un petit peu zappé de vous l'expliquer. Donc quand vous voulez faire un saut, vous comptez le nombre de cases qu'il va falloir sauter et il va falloir faire un jet d'agilité qui dépendra du nombre de cases à sauter. De base, c'est 10 cases pour sauter juste au-dessus d'une case. Donc en fait, concrètement, faire 2 points un saut de 2 cases, 1, 2. Vous ne sautez concrètement que cette case-là, mais bon, c'est comme ça qu'on compte. Pour pouvoir faire un saut, ça se fait pendant votre mouvement, en utilisant vos points de mouvement. Donc ça coûte 2 points de mouvement aussi, ça n'interrompt pas votre mouvement. C'est pas une action d'interruption, c'est-à-dire que vous pouvez continuer ensuite d'utiliser les points de mouvement qui vous restent. Il faut absolument, ça c'est important parce que des fois on s'en rend pas compte, ne pas atterrir dans une case difficile. La case doit être libre, donc il ne doit pas y avoir d'alliés. Pas d'ennemis bien entendu, mais pas d'alliés. Il faut qu'il n'y ait pas de terrain difficile, etc. Pas de terrain, pas de muck, enfin pas de terrain spéciaux. C'est vraiment une case standard. Ensuite, vous lancez vos 2 dés violets, vous rajoutez votre agilité. Je rappelle, c'est toujours 2 dés violets. Bon, je me permets de vous le rappeler. C'est entre 1 et 7, donc c'est pas si facile que ça. Il manque sur le dé, c'est des D6, hein, mais il manque le 2 ou le 3 de mémoire, le 2. Ensuite, si vous ratez, vous tombez dans la case juste avant votre case de réception. Et donc, concrètement, ici, vous tombez dans un terrain comme ça. Vous êtes vaincu immédiatement. La mort n'est pas définitive dans le jeu. Vous perdez le scénario. Enfin, vous perdez le scénario. Vous ne pourrez plus participer au scénario. Si jamais vous voulez sauter plus de cases, donc par exemple sauter directement de là à ici, vous comptez le nombre de cases. Donc là, 1, 2, 3. 3 au lieu de 2. La difficulté est augmentée de 2. Le test est à 12 au lieu de 10. Ensuite, 2 petites règles supplémentaires. Si vous avez un allié adjacent à votre case de départ, il vous pousse un petit peu comme se fait pousser Gimli. Vous rajoutez à votre agilité, à vos 2 dés, vous rajoutez la force de votre allié. S'il y a plusieurs alliés, vous rajoutez une seule des valeurs de force, bon, la plus élevée quoi, de tous ceux qui vont pouvoir vous aider à traverser. Autrement, si jamais vous foirez votre test, mais que vous avez un allié adjacent à votre case d'arrivée, donc ici ou ici, bien entendu pas ici, ça ne fonctionne pas parce qu'elle est adjacente certes à la case où vous allez tomber en théorie, mais la règle c'est vraiment adjacent à votre case d'arrivée. Et il a le droit de faire lui, une fois que vous avez raté votre test, il a le droit de faire un test de perception. Donc pareil, 2D plus votre perception pour essayer de vous rattraper. Et donc s'il réussit, on vous met dans la case ici. Certains persos doivent faire vraiment gaffe, genre Rook, il a 1 en agilité de mémoire, oui, ça, il a 1 en agilité, c'est quand même pas gagné. Il a intérêt, surtout au moins au début du jeu, à se trimballer avec une planche, qui est un des consommables potentiels de base. Voilà. Bon, c'est un petit peu près tout. Voilà, j'avais un petit peu zappé le saut. Enfin, j'en avais parlé dans la dernière vidéo et puis finalement j'ai oublié à la fin de la vidéo de le rajouter. Maintenant, je vais parler des attaques à distance. Donc, ça fonctionne à peu près comme les attaques de corps à corps, sauf que votre personnage, s'il est équipé d'armes à distance, il ne peut pas déclencher de break attack contre les ennemis. Par exemple, si Rémi avait une attaque à distance contre les ennemis qui se déplaceraient. Donc là, voilà, il y a des moyens de contrevenir ça avec certains objets, mais c'est une particularité. Deuxièmement, il y a une étape de vérification de la ligne de vue. Alors la ligne de vue dans le jeu, comment elle s'explique? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué pour l'instant.
c'est important pour les totems, etc. La ligne de vue, c'est de centre à centre, et ça ne doit pas croiser, croiser la case d'un ennemi ou un bord rouge de tuile, ou un bord, un bord comme ça, mais un bord rouge de ça. Donc ici, on voit que de là à là, je trace. Hop, mince, faudrait pas que je vais virer. Si jamais Rémi était là, donc on trace ici. Je ne touche pas ni un bord rouge, ni je traverse pas ni un bord rouge ni une figurine ennemie. Je peux tirer dessus. Donc ça, c'est la ligne de vue. Comment ça se passe? La portée se passe un petit peu différemment. Enfin, pour compter le nombre de cases de portée, on compte les cases en diagonale. Alors, ça va paraître un petit peu étrange parce que le mouvement n'est qu'orthogonal. Mais ici, concrètement, alors que si je compte les cases de mouvement 1, 2, 3, 4, celui-là, il est à 4 cases de mouvement. Par exemple, pour savoir lequel est le plus proche, etc. Je suis concrètement à 1, 2, 3, 4 cases pour être sur cette case-là. Pour la portée, je ne suis qu'à 2 cases. 1, 2. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 4 on va dire 2 de portée, je vais essayer de trouver une zone un peu dégagée. Il n'y en a pas trop ici. Ici, là. Si jamais je veux, on va dire que on va compter la portée d'ici. Si jamais je veux compter la portée, et si j'ai 3 de portée, je peux tirer jusque là et hop, ça fait un grand carré autour, la zone de 4 par 4 tout autour. Ensuite, donc j'en avais déjà parlé un petit peu, si jamais je traverse la case d'un allié pour pouvoir tirer, par exemple, ici, ce Kevsicle essaye de tirer sur Rémi, le 2 essaye de tirer sur Rémi, il traverse un allié, il traverse un terrain difficile, il a donc -2 pour pouvoir tirer. Voilà. Donc le principal changement, c'est cette portée qui est en case diagonale comprise, donc ce qui étend un petit peu la portée. Voilà. Si on ne comptait pas les diagonales, la portée ressemblerait plutôt à une sphère, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que les coins seraient exclus puisque ça demande concrètement une case supplémentaire pour l'atteindre. Mais c'est pas le cas. Ensuite, donc c'est assez simple. Ensuite, il y a les sortilèges. Donc là, je vais parler de ce qu'on appelle la sphère of influence. C'est la portée des sorts. SOI. Donc ça, souvent, sur pas mal de... Je sais pas si j'en ai ici, mais c'est souvent... il y a des trucs qui se jouent sur les ennemis en SOI, les trucs, enfin tout ce qui est en SOI. De base, alors que la portée des armes est indiquée sur les armes, la portée des sorts est toujours la même. C'est Sphere of Influence. De base, c'est 4 cases. Il y a des objets ou des choses dans le jeu qui peuvent augmenter la portée des SOI. Mais de base, quand vous dit un ennemi en SOI, un allié en SOI, c'est 4 cases. Ça fonctionne de la même manière que la portée, c'est-à-dire que la portée des armes à distance, vous comptez chaque case diagonale comme étant une seule case, donc ça fait un grand carré, par exemple, si c'est 4 cases autour de vous, c'est un carré de 9 par 9, vous au centre, 4 cases à droite, 4 cases à gauche, 4 cases en haut, 4 cases en bas, sur l'intégralité du carré. Voilà. La grosse différence avec la portée des armes, c'est que vous pouvez traverser les ennemis, les alliés, les terrains difficiles, il n'y a jamais de pénalité. Les alliés et les terrains difficiles, dans les armes à distance, vous donnent des malus, là il n'y a pas de malus. Les ennemis bloquent la ligne de vue des attaques.
pas la ligne de vue des sorts. Donc vous pouvez tirer directement. Si Rémi avait un sort, elle pourrait, alors qu'elle ne pourrait pas tirer avec un arc sur le 2. Bon, ils sont tous les deux, excusez-moi. C'est tous les deux des deux, puisque j'avais dû faire une copie du truc. Enfin, sur celui-là. Et elle ne peut pas tirer sur celui-là. Alors qu'elle peut tout à fait lancer un sort sur celui-là. La seule chose qui gêne, ce sont les terrains rouges. Ce sont les terrains rouges qui bloquent là. Donc, bien entendu, si elle est ici, elle peut tirer hop, de centre à centre sur celui-là. Puisque ça passe... bon, je peux pas trop vous le montrer ici. Hop. Et elle ne peut pas tirer là-dessus puisque la case traverse complètement le terrain qui est devant lui, qui est devant elle. Maintenant, comment on lance un sort? Je crois qu'il me semble que notre ami Nightingale a un sort pour commencer. Donc les sorts, il faut des disciplines ou éventuellement des objets qui déclenchent des lancements de sorts. Par exemple, le Goreshot, c'est une carte qui s'exhauste, donc elle se tape, elle peut utiliser donc une seule fois par round concrètement, c'est-à-dire que vous la récupérez qu'au début de votre prochain tour, et c'est marqué Cast a Spell 6. Donc quand c'est ça, vous prenez votre dé de casting et vous rajoutez 6. Alors attention, certains équipements... hop, certains équipements... non, elle n'a pas d'upgrade de casting. Je pensais qu'elle avait un upgrade de casting, mais vous voyez, elle n'a pas d'upgrade de casting. Donc elle lance son dé violet, plus 6. Donc c'est entre 7 et 13 la valeur. Là, il y a une étape qui est assez importante, c'est que si jamais vous avez des relances de ce dé-là, d'une manière ou d'une autre, il faut faire votre relance avant l'étape suivante. Parce que dans l'étape suivante, on va faire un jet pour essayer pour que la personne qui va... C'est la grosse différence avec les attaques. Les attaques sont faites contre une valeur fixe. Vous faites juste vos 2 dés d'attaque. Là, le caster lance son dé de casting. Ensuite, le défenseur lance son dé de conviction pour résister. À cause de ça, il faut absolument faire le dé stabiliser complètement le résultat. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui vous donne des bonus à votre jet de casting ou une carte qui vous permet de relancer votre dé de casting, il faut le faire avant de savoir quel va être le résultat de la défense ennemie. C'est comme ça. Donc vous prenez votre dé, vous faites votre ajout, vous regardez si vous utilisez vos bonus ou vos différents effets. Vous dites c'est ça la valeur. Alors c'est pareil pour l'ennemi. Hein. On s'arrête, c'est exactement ça la valeur. Ensuite, l'allié lance... le défenseur, la cible, lance ses dés de conviction. Donc ce sont ces dés-là, éventuellement augmentés. Donc il n'a pas de... Elle n'a pas de dé d'augmentation, mais il doit avoir un objet avec des augmentations. Non, j'en ai pas. Bon, c'est pas très grave, c'est marqué de toute manière. Conviction Upgrade, j'en ai lu tout à l'heure, ouais, voilà. Conviction Upgrade, blanc. Donc, lui améliore un de ses 2 dés en blanc. S'il a 2 fois Conviction Upgrade blanc, il lancera 2 dés blancs. S'il avait par exemple 2 upgrades en blanc, un upgrade en orange, il ne gagne pas 3 dés en fait. C'est vraiment upgrade, donc il augmente 1 en orange, 1 en blanc. Donc ça sert à rien d'avoir trop de conviction upgrade, bien entendu. Ensuite, il lance ses 2 dés de conviction et il va... on rajoute juste les résultats, les symboles. Si vous n'avez pas de carte qui vous explique que les symboles font quelque chose, ça fait rien, donc vous regardez que les chiffres. Alors c'est là où il faut un petit peu être précis, c'est que si jamais
c'est c'est la personne qui fait le jet doit atteindre la valeur du casting pour se protéger. Donc, en gros, s'il y a une égalité, c'est le défenseur qui réussit sa défense. Donc, qui ne subit pas l'effet du sort. Contrairement... Enfin, c'est un petit peu différent de l'attaque. Bon, c'est pas très grave. En gros, si le défenseur atteint le score d'attaque, de casting, hop, l'effet ne se résout pas et on ne suit pas la suite. Donc ensuite, si jamais on réussit, ça fait 2 magic damage. Vous allez me dire, avec le casting dice, que font les symboles? La réponse c'est rien. Vous avez beau avoir des armes qui sont des spellcraft, des talismans, des choses comme ça, qui vous donnent des bonus liés au symbole. Ici, par exemple, plus 1 magic dommage. La plupart des gens font l'erreur au début et pensent que leurs sorts sont améliorés par leurs armes, ce qui n'est pas le cas. Voilà. C'est la particularité. Les symboles ne comptent pas du tout dans le dé de casting. Le symbole ne compte pas du tout. Deuxièmement, on peut empower les sorts. Donc on peut lancer le dé noir. C'est la seule exception au fait que les symboles peuvent avoir un effet. Donc ça peut être fait de 2 manières. Ici par exemple on voit que ce talisman il fait un empower automatique. Vous n'avez d'ailleurs pas le choix de ces passifs de ne pas le faire. Donc vous lancez un dé noir en plus de votre dé de casting, ici violet. Les livres du dé noir et du dé noir uniquement vous donnent plus 1 à votre valeur de casting. Donc ça permet de passer, d'augmenter la difficulté pour résister à nos sorts. En revanche, le problème c'est que si vous faites le crâne, c'est comme c'est un échec automatique comme pour les attaques, mais en plus vous prenez 3 magic damage, vous prenez 3 dégâts magiques. Donc qui ne seront pas tankés par votre armure, si vous en avez une. Ce sont peut-être même des irreductible damage. Il faut vérifier. Je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Je vérifie une seconde parce que... Alors donc oui, il y a 2 types de dégâts. Les dégâts... magiques et les dégâts, il y a plusieurs types de dégâts physiques, dégâts magiques et les irreductible damage qui sont c'est des dommages irréductibles, hein, je viens de vérifier, donc vous ne pouvez pas les réduire, quel que soit si vous aviez un truc qui réduit les dégâts magiques, les dégâts physiques, etc. Donc vous prenez 3 dégâts sans avoir capacité de le faire, donc c'est un peu dangereux d'empower, mais certains ennemis qui vont avoir une valeur de conviction, vous voyez tout en bas à droite, qui peuvent être un peu élevés par rapport à votre niveau, par rapport à votre perso, par rapport à votre conviction, à votre casting upgrade du moment, etc. Ça peut valoir le coup. Donc ici, le talisman, il empower gratuitement. On peut également, comme pour les attaques au corps à corps, empower pour 1 point d'action en même temps qu'on lance le sort. Si vous passez la défense, vous appliquez l'effet, vous lisez la partie du bas et ça déclenche l'effet. Enfin, c'est vraiment tout bête, quoi. Alors, les attaques... oui, alors il y a des jeux où ça peut être le cas, donc je préfère le préciser. Ni les attaques à distance, ni les lancements de sorts ne déclenchent de break attack. C'est uniquement le mouvement. Voilà. J'espère que j'ai rien... Je réfléchis un petit peu une demi-seconde. J'espère que j'ai rien oublié. Que ça vous aura plu. Et je vous retrouverai pour une 4e vidéo consacrée probablement à la gestion des ennemis. À la gestion des ennemis. À bientôt.